Chers auditeurs, bonsoir. Veuillez excuser le son étouffé du micro de votre serviteur pendant l'émission, dû à une erreur de choix du périphérique par défaut dans le logiciel d'enregistrement. Rassurez-vous, l'émission demeure très audible. Bonne émission et bonne soirée. Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan a concédé in extremis le match nul, 2 buts partout à domicile face à la Roma ce soir. But de Kaloulou de la tête sur corner de Tonali à la 30e minute. But de Pobega à la 77e sur passe de Leao au terme d'une belle contre-attaque milaniste. Donc 2-0, mais la Roma a réduit le score par Ibanez de la tête à la 87e. Égalisation ensuite dans les arrêts de jeu d'Abraham à la 93e. À mes côtés ce soir, les frustrés, les déçus, Aristide et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristide, les matchs amicaux sont de l'histoire ancienne. Nous avons retrouvé notre bonne vieille Serie A, le niveau qui va avec, et c'est malgré tout un résultat décevant pour le Milan. Oui, résultat décevant parce que la première mi-temps est totalement maîtrisée. Alors même si c'est un match finalement assez fermé, la Roma se contente de défendre dans sa moitié de terrain. On a quelques occasions. Voilà, on est récompensé par un beau but de Kaloulou de la tête à la 30e minute. Puis après, voilà, on rejoint les vestiaires tranquillement, même si la Roma sort peut-être un peu de son camp dans les 5 dernières minutes. Et ensuite, la deuxième mi-temps se met étrangement sur un faux rythme, j'ai trouvé, où la Roma nous endort, mais s'endort elle-même également, puisque j'ai l'impression que finalement le 1-0 leur allait très bien. Et on pense se mettre à l'abri avec un très beau but, comme tu l'as dit, de Povega, suite à une belle action en contre à la 77e minute. Là, du coup, on se dit voilà, que le match est plié. Puis, de nombreux changements arrivent où on repart avec l'entrée de Gabia notamment et de Ketelaar, je crois, à la place de Giroud et Selmakers. Et on se remet en fait dans la même tactique que contre Salerne quelques jours plus tôt, c'est-à-dire on repasse à une défense à 3, enfin à 3 et un milieu à 5, en 3-5-2. Et là, il se passe en fait là, à peu près la même chose que contre Salerne. Hein. J'avais déjà fustigé ça il y a quelques jours, où finalement je trouvais qu'on avait été un peu déséquilibré dans les 15 dernières minutes. Et là, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois, ça joue contre nous, alors que contre Salerne, il n'y avait pas eu d'incidence. On se prend voilà, le but du 2-1 sur un corner, une belle tête d'Ibanez, je crois, et le but du 2-2, effectivement, d'Abraham, sur un autre coup de pied arrêté. Finalement, ça fait peut-être deux tirs cadrés pour la Roma sur deux coups de pied arrêtés, deux buts. Donc voilà, malgré la deuxième, enfin la seule parade de Tatarusanu, ça revient dans les pieds d'Abraham. Et c'est très frustrant parce que ce match, il est terminé en fait. Les Romains ont fêté ça comme une victoire ce soir. Quand tu vois le coup de sifflet final, bah, ils ont raison parce que c'est quand même un miracle ce qui s'est passé. Quand t'as pas le droit dans le foot, qu'importe l'équipe que tu affrontes, de mener 2-0 à la 76e, 77e et de te faire rattraper comme ça, surtout après des changements qui n'ont jamais marché parce que le 3-5-2 c'est pas nouveau, hein. Salerne c'est qu'un exemple, mais le 3-5-2 à Milan ça fait des années qu'on l'essaye. Toujours à un moment dans la saison, on se rappelle aussi du 3-5-2 avec Bonucci et Romagnoli derrière, ça a été une catastrophe. Je parle pas de derrière spécialement, mais en termes de jeu, le Milan ça a jamais fonctionné. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore reprendre cette foutue formation qui vraiment nous a coûté nous a porté préjudice plus d'une fois. Et là encore, alors que l'équipe est totalement organisée, maîtrise son sujet, on change de tactique à la 80e pour se prendre deux buts. Moi, je trouve ça finalement aberrant et c'est clairement 2 points perdus bêtement par Milan ce soir. Félix, peu d'occasions finalement, c'est vrai, comme le dit Aristide. Avant les dernières minutes, ce fut un match particulier et la Juve est sur nos talons. Oui, la Juve est sur nos. Qui aurait cru que la Juve allait arriver à égalité avec nous après leur début de saison? Mais les Bianconeri enchaînent les victoires à 1-0. Le cortomuso d'Allegri a fini par fonctionner. Et nous, on se retrouve comme ça, si je puis dire, la queue entre les jambes, après avoir fait un plutôt bon début de saison. Et on est toujours sur de bonnes rails, mais au final, quand on regarde sur le plan comptable, on reste toujours derrière Naples, à égalité avec la Juve et à 3 points au-dessus de l'Inter dans cette course au Scudetto. C'est dommage parce que, comme l'a dit Aristide, c'est un match vraiment très très frustrant et je nous ai trouvé vraiment, moi je trouve que c'est pas que la première mi-temps, on était bon, on a maîtrisé notre sujet jusqu'à la 80e. Et moi, j'ai revu, comme face à la Salernitana, des séquences de Piolismo comme on en avait rarement vu ces derniers temps. Et là, je trouvais que notre équipe jouait mieux. On avait finalement cette équipe type qui jouait bien. On se sentait à l'aise. On était dans une domination technique. On était largement supérieur à cette équipe de la Roma. Et au final, moi, je trouve que Pioli a fait n'importe quoi sur ces changements à la fin. Alors, ça n'a pas été aidé par un arbitrage qui a été un petit peu aux fraises à la fin, où il a monté en tension les deux équipes. Massa. Mais Pioli nous tire une balle dans le pied en changeant Giroud et Gabia. Alors Pioli, ce qu'il veut faire, c'est qu'il sait que Pioli, notre gros point faible, c'est les centres.
on gère mal les centres et c'est pour ça qu'il veut passer à 3 en défense. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'en faisant ça, c'est que en termes de, on ne garde plus la balle au milieu de terrain quand il fait ça. Ils enlèvent un milieu de terrain ou un ailier, à l'occurrence Saelemaekers, qui faisait un très bon match, pour mettre un défenseur central, Gabia. Mais le problème, c'est qu'après, quand il fallait garder la balle, on n'y arrivait plus. On faisait que des longs ballons. Et au final, on gère mieux les contre-attaques que les défenses placées. Et c'est ce qui fait qu'on concède des fautes stupides. Alors effectivement, on concède un corner totalement stupide, on concède une faute totalement stupide à la fin. Qui fait qu'on prend encore 2 buts sur coup de pied arrêté. Et l'autre changement stupide, alors moi je veux bien que Charles Beketelar puisse rentrer en match, puisse rentrer en jeu, mais là le but c'était de garder des points. Alors peut-être que je comprends Pioli qui pensait qu'on avait peut-être maîtrisé à la fin le match, mais soit tu fais des changements défensifs jusqu'au bout, soit tu ne les fais pas. Et en fait, en changeant Giroud, qui est notre principal atout sur corner défensif, et coup de pied arrêté défensif, parce que c'est souvent lui au premier poteau qui gère tous les premiers ballons, et ben on se tire aussi, encore une fois une balle dans le pied, ce qui fait qu'on concède 2 buts sur coup de pied arrêté, ce qui est encore plus frustrant contre une équipe de la Roma vraiment pourrie. Franchement, cette équipe de la Roma sous Mourinho, elle est vraiment pourrie. Ce soir, c'est vraiment tout ce qu'elle représente dans les mauvais côtés et dans les bons côtés, parce que c'est une équipe qui est redoutable sur coup de pied arrêté et on leur donne des occasions de nous mettre des buts. Et en même temps, de l'autre côté, on voit que c'est une équipe sans idée, sans pressing, des joueurs offensifs à la fraise. Alors heureusement qu'ils ont Dybala dans cette équipe, hein, parce que c'est sans doute le meilleur joueur offensif, le meilleur milieu offensif du championnat. Et c'est vraiment la lumière quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette équipe de la Louve. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une équipe franchement moribonde. Et ne pas prendre les 3 points face à ça, c'est extrêmement, extrêmement frustrant. On passe à l'homme du match d'Aristip ou le meilleur joueur milaniste, si tu veux, d'Aristip. Moi, je vais être rapide, parce que pour moi, c'est plutôt une prestation d'ensemble maîtrisée, à part les 15 dernières minutes. Mais je vais mettre Kaloulou pour son travail défensif et son but qui est très important et qui nous lance. Allons-y avec Philippe. Oui, je rejoins Aristip, hein. C'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que tout le monde a rendu une copie plutôt correcte jusqu'à la fin. Et moi, je tiens à souligner le très bon match du duo à droite. D'ailleurs, le match aujourd'hui très rare, plutôt penché à droite, avec Calabria et Saelemaekers qui ont très bien combiné. Et ça fait longtemps qu'on les a pas retrouvés, hein, ces 2 joueurs-là. On sait qu'ils ont une bonne alchimie. Et on l'a vu ce soir, ils ont été plutôt dangereux et plutôt solides défensivement. Alors Calabria s'est fait passer une fois, mais en dehors de ça, ça a été plutôt intéressant. Et même en termes de relance, les 2 ont été très bons. Donc moi, je souligne pour une fois ce côté droit qui a su tirer son avantage à la fois offensivement et défensivement. La déception d'Aristip. Bah, si on n'avait pas eu ces 15 minutes où on se remet à 5 défenseurs ou 3 défenseurs, j'aurais mis un joueur de champ, j'aurais mis peut-être Giroud qui pour moi a raté beaucoup de choses aujourd'hui, notamment en première mi-temps où il aurait pu mieux faire sur pas mal de déviations, sur 1 ou 2 tirs, sur des passes ratées également. J'ai trouvé un peu à contre-temps aujourd'hui, à court de jus. Mais du coup, comme on maîtrisait quand même et que bah, vous l'aurez compris pour mon introduction, c'est 2 points bêtement perdus par Milan, je vais mettre Pioli en flop du match parce que c'est lui qui trahit presque ses joueurs en fait ce soir avec des changements effectivement inopportuns. Encore, je comprends celui de Giroud parce que malheureusement Pioli il a pas le choix. Il y a quand même un autre joueur qu'on a recruté à ce poste-là qui est blessé la plupart du temps et quand il est présent il fait pas l'affaire. Je parle bien sûr d'Origi, mais voilà effectivement Gabia pour moi on doit jamais changer de système et c'est la défaite de Pioli ce soir. Philippe. Je rejoins Aristide sur Pioli, mais j'aurais pu mettre aussi Leao. Parce que je trouve qu'il n'a pas du tout été correct aujourd'hui, en dehors de cette fabuleuse passe décisive, hein, qui est tout à fait fabuleuse. Et c'est à la fois la brillance de ce joueur, hein, qui arrive à faire un match pourri, et d'un seul coup, il sort une superbe passe décisive après une course pour Pobega. Je pense que la présence du paternel n'a pas forcément été positif, hein, dans le stade. Je pense qu'elle lui a rajouté de la pression, et ce qui a fait qu'il sort un match vraiment où on l'a vu un peu perdu, raté pas mal de choses, et c'est dommage parce qu'il aurait pu tirer son épingle du jeu ce soir, notamment face à un carton jaune très très tôt de la part du défenseur droit romain. Passons au coup de projecteur d'Aristip sur un joueur en particulier. Bah ouais, Saelemaekers, 2 bons matchs d'affilée, moi je le trouve en jambes, franchement intéressant, et c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Feli, c'est pas tous les jours que notre côté droit brille bien plus que notre côté gauche, parce que Feli a parlé de Leao, mais je peux un peu dire la même chose de Théo Hernandez, je l'ai pas trouvé
extraordinaire, disons, offensivement, parce que finalement, défensivement, la Roma n'a rien fait. Donc, enfin, je veux dire, offensivement, pardon, la Roma n'a rien fait. Donc, Théo n'a pas eu de travail défensif à faire. Donc, on l'a surtout vu offensivement et je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus, avec beaucoup de ballons perdus. Donc, ouais, notre côté droit, très bon. Même Calabria, hein, de bons retours défensifs, des beaux centres, notamment en deuxième mi-temps. Donc, franchement, l'entente Selmakers-Calabria fait vraiment plaisir à voir ce soir. Et tu avais déjà souligné la bonne prestation de Calabria il y a quelques jours contre la Tout à fait. Salernitana, tu vois, donc ça fait 2 sur 2, son retour est bénéfique, malgré sa faute défensive en fin de match. Feli. Moi, juste pour revenir sur Théo Hernandez, alors moi je trouve qu'il a été très correct défensivement. Et il y a eu quand même comme le reste de nos défenseurs, hein, il y a eu quand même des choses à faire. Bon, pas énormes, hein, mais les interceptions qu'il faut, correctes, justes. Et je trouve que ces derniers temps, un nouvel équilibre se forme, c'est-à-dire que Théo Hernandez monte beaucoup moins qu'avant. Et je pense que Pioli s'est inspiré un peu de ce qui s'est passé avec Deschamps, c'est-à-dire qu'il monte de plus en plus occasionnellement. Ce qui permet à Tonali de prendre plus d'espace devant. Donc je pense que c'est là la solution qu'a trouvé Pioli pour donner plus de champ offensif à Tonali, en laissant Théo Hernandez plus bas. Parmi les premiers relanceurs, hein, il le fait très bien. Théo Hernandez, c'est un très bon relanceur et ses changements d'aile sont souvent très très bien ajustés. Il a eu quelques occasions offensives, mais c'est vrai qu'il n'a pas brillé particulièrement offensivement, il n'a pas multiplié les courses comme il pouvait le faire précédemment. Mais je pense que c'est quelque chose que Pioli est en train de réfléchir, de mettre en place. Moi, je voulais également parler de j'allais dire son compère c'est espagnol, mais il n'est pas espagnol, Hernandez. Diaz, qui est pareil, enchaîne les bons matchs. Hein. Il est quelquefois frustrant parce qu'il rate des choses qui pourraient être simples. Mais encore une fois, il fait avancer souvent le jeu, souvent dans le bon rythme. Et voilà, il se passe toujours correctement. Il apporte toujours une solution offensivement et défensivement. Très bien, nous passons au mot de la fin d'Aristide. Bah, écoute, c'est vrai que tu me prends un peu de cours. J'en ai pas spécialement, donc je vais rebondir sur ce que j'ai dit peut-être en début d'émission. Il faut vraiment qu'on arrête avec cette défense à 3 ou à 5, on sait rien, mais c'est vraiment quelque chose. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore jouer dans cette formation. Ça nous a jamais été bénéfique et ça nous a coûté Enfin, c'est pas la première fois que ça nous coûte des matchs de basculer dans le système. Dès qu'on bascule dans le système, et on l'a vu face à la Salerne il y a encore quelques jours, les joueurs sont complètement perdus, on n'arrive pas à garder le ballon, on balance devant. Et en plus, quand il n'y a plus Giroud, ça sert encore plus à rien de balancer devant. Donc, faut vraiment qu'on mette ce système de défense à 3 à la poubelle, quitte à faire jouer un joueur sur un Gabia en défenseur latéral droit pendant 10 minutes, tant pis, mais arrêtons avec ce système parce que ça nous coûte encore des points ce soir et ça nous coûtera encore des points si on continue à jouer comme ça. Feli. Bon, moi, je vais compenser parce que j'ai 2 mots de la fin. Deux mots plutôt positifs d'ailleurs. Un premier concernant les prolongations, parce que celles-ci sont en bonne voie. On savait que c'était quelque chose qui nous peinait beaucoup ces dernières années. Et là, Bennacer va prolonger dans les prochains jours. Leao devrait suivre si tout se passe bien. Tous les médias s'accordent à dire que c'est en très très bonne voie. Giroud également. Et ça nous change des années précédentes. Et on peut voir là deux facteurs. Déjà, le changement de propriétaire, on peut penser que Cardinale a donné plus de moyens. Cardinale, ou d'ailleurs le départ de Cazidis, le Forlani est peut-être plus souple que l'ancien dirigeant sud-africain. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que c'est que les joueurs qui prolongent, donc Tomori, Hernandez, Kalulu, Bennacer, Leao, tous ces joueurs-là sont des joueurs recrutés par la dirigeance Maldini. Donc, si on regarde les joueurs qui sont partis gratuitement, ce sont des joueurs qui n'ont pas été recrutés par cette dirigeance. Kessié, qui a été recruté du temps de Mirabelli, pareil, Çalhanoğlu, Donnarumma, qui vient de l'ancienne époque, et Romagnoli également. Ce sont des joueurs qui n'ont pas été, ce sont pas les joueurs de Maldini. Là, on voit que les joueurs de Maldini ont une certaine fidélité envers le club, et c'est très, très, très bien de le voir, et ça fait plaisir. Même si on sait que ces joueurs-là ne sont pas forcément destinés à rester des dizaines d'années. Par exemple, Bennacer, il a une clause dans son contrat de 50 millions qui est valable à partir de l'été prochain, qu'au mois de juillet, mais bon, c'est quand même une clause libératoire. Leao a dit qu'un jour, il aimerait jouer dans un autre championnat. Donc, ce sont des joueurs qui sont destinés un jour à partir. Ce sont sans doute des joueurs qui battront le record de vente de notre club, peut-être. Mais en tout cas, le fait qu'ils seront encore avec nous à court moyen terme, c'est l'occasion de construire une équipe à qui on le voit quand elle est au complet, est une équipe de champions.
Alors, certes, ce soir, on se fait battre, on se fait égaliser à la fin, mais je veux dire que dans le contenu, on était très solide face à une grosse équipe. Donc voilà, il manque pas grand-chose à cette équipe, encore une fois. Quelques petits jeunes qui montent par-ci par-là, et on a vraiment quelque chose de solide sur la durée. Parlant de jeunes, justement, il y a une interview de Geoffrey Moncada, qui est notre chef scout, qui est sorti sur l'équipe et qui parlait justement de la différence entre les jeunes français et les autres et les joueurs italiens, et les jeunes joueurs italiens. Il disait justement qu'en France, tout est fait pour l'éclosion des jeunes, c'est-à-dire que les équipes ne jouent pas tant pour être classées au championnat que pour faire des plus-values en vendant des jeunes. C'est pour ça qu'il y a un maximum de jeunes qui sortent et qui sont propulsés directement en tant que titulaires, parce qu'il y a un but mercantile derrière, c'est de les faire progresser pour les vendre. Alors c'est une autre philosophie, hein, et moi j'encourage pas forcément les clubs italiens à faire la même chose, mais c'est la même chose, c'est les jeunes catégories. Il disait justement qu'en Gambardella, qu'en jeune, eh ben le but n'est pas forcément de gagner. D'ailleurs, les matchs ne sont pas forcément retransmis à la télévision, contrairement à tous les matchs de la Primavera, qui sont tout le temps retransmis à la télévision, et ce qui fait que les joueurs ont une pression supplémentaire, parce que le but, ce n'est pas de se développer, mais c'est d'arriver premier, deuxième, troisième, afin d'être classé au championnat. Et la différence se joue là. Alors après, voilà, c'est une autre mentalité. On ne va pas demander aux équipes italiennes de ne pas jouer le championnat. On ne va pas demander maintenant à des équipes fières comme l'Udinese, comme le Genoa, comme la Sampdoria, voilà, de ne pas tenter de sauvegarder chaque année en Serie A, au détriment de faire jouer des jeunes dans le but de les vendre. C'est pas la même mentalité. Tu peux parfaitement faire jouer les jeunes pour les garder aussi. Regarde Miretti, Fagioli, je pense pas que la Juve souhaite s'en séparer, et la Juve est en train de Ah oui, rattraper. oui, mais le truc, c'est que la Juve, c'est un gros club. Justement, Mancada disait que dans les 20 clubs de France, il y avait dans tous les clubs des joueurs qui commencent à jouer à 18-19 ans, ce qui n'est pas le cas d'Italie, parce qu'en Italie, on veut faire jouer des joueurs confirmés pour essayer de se maintenir, pour essayer de jouer je ne sais pas moi, l'Europe, le ventre mou, mais d'essayer de se placer. En Ligue des Champions, oui, on a vu chaque année. Ah ben c'est une autre mentalité. Les clubs français, tu as des clubs français maintenant qui sont 15e, 16e, mais qui arrivent à te vendre des joueurs 20, 30 millions en première ligue, parce que leur but, c'est de faire ça. L'existence des clubs français, c'est de plus en plus de vendre des joueurs au détriment du classement sportif. Donc ça a ses côtés positifs, parce que forcément, bah, tu as des jeunes qui éclosent. On voit l'équipe de France, son vivier qui est phénoménal. Bon, peut-être moins que quelques années maintenant, mais qui reste quand même à un très haut niveau. Mais ça se fait au détriment du sportif. Voilà. Alors, c'est une stratégie qui peut fonctionner, parce que moi je dis au détriment du sportif, mais des fois ces jeunes joueurs-là, à force de leur donner de la confiance, bah, ils sont meilleurs que des joueurs confirmés. Là, j'ai regardé par exemple le match de Matic. C'est un scandale. Il fait une rentrée, mais dégueulasse. Il fait vraiment une rentrée pourrie. Il aurait pu il aurait pu tirer une balle dans le pied de la Roma. C'est un joueur qui, je sais pas ils l'ont recruté parce que c'est un vétéran et que Mourinho le connaît. Mais ce qu'il fait depuis qu'il est à la Roma, pour le suivre un petit peu parce que c'est un joueur serbe, c'est pas terrible, quoi. Et surtout, d'autant plus que la Roma a des joueurs intéressants à ce poste-là. Mais enfin bon, voilà, c'était juste pour parler de cette interview-là qui était très intéressante, et je vous encourage à la lire. Eh ben ce sera avec plaisir. Moi ce qui me fait plaisir c'est de voir les sélections italiennes encore arriver en demi-finale cette année, je crois, hein, de compétition de jeunes. Je sais plus si c'est les U17 ou les U19 encore une fois, donc qui vont loin. Donc nos jeunes brillent, mais alors on nous explique toujours qu'ils brillent parce qu'ils sont bien organisés alors qu'ils sont nuls individuellement. Bon, enfin ça je vais pas reprendre le débat parce que je trouve ça un peu débile. Et c'est vrai que ces jeunes de la Juve, là, les Miretti et Fagioli surtout, qui est peut-être encore meilleur, sont vraiment très très bons, et ce sont des très très jeunes. Et la Juve, je le répète, est en train de revenir. Et justement, ça m'amène à mon mot de la fin, parce que je voudrais saluer le retour de mon chouchou Chiesa, qui a déjà 2 passes décisives en 4 bouts de match. Une contre la Lazio mi-novembre, et une très très belle, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour Danilo hier, après 1 an de blessure quand même. Chiesa, elle est c'est superbe. un vrai phénomène, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler s'il ne se reblesse pas. J'espère Ouais. bien sûr qu'il ne se reblessera pas. Et c'est là, je vous avais annoncé, attention, le retour de Chiesa, qui est l'homme providentiel de cette équipe, peut faire très mal dans la course au titre. En plus, ils ont récupéré évidemment Di Maria, qui a été bon également, donc il faudra se méfier beaucoup de cette vieille dame là qui a encore son mot à dire d'ici le mois de mai. Voilà, nous le prochain match donc c'est samedi à 18 h à Lecce. Bonne semaine à tous, à dimanche, salut. Ciao. Ciao.